أيها اللبنانيون، Bonjour, bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes en direct pour continuer à parler du dernier jour du mandat du président de la République, Michel Aoun. C'est ce soir à minuit. Nous sommes le 31 octobre. Il est 10h50. Michel Aoun est parti hier. Il a quitté le palais présidentiel. Il a signé un décret de démission. Il a signé la démission du gouvernement Miati, puis il a envoyé une lettre au Parlement qui va être à discuter jeudi prochain. Et nous recevons aujourd'hui Fades Saed qui est avec nous, qui est ancien député de Jbeil, fervent défenseur de la souveraineté, souverainiste historique, l'un des pionniers du 14 mars. Il dénonce l'occupation iranienne. Il est actuellement président du rassemblement de Saïd el-Jabal et du Conseil national pour la levée de l'occupation iranienne. Bonjour, monsieur Saed. Bonjour, Marc. Alors, j'ai une question d'abord. Michel Aoun, hier, a dit, et Jean Bassi, ils ont dit qu'ils allaient désormais s'opposer depuis leurs nouveaux locaux. Alors, s'il n'y a que des opposants dans ce pays, en fait, c'est qui, là, qui gouverne le pays, puisqu'il n'y a que des opposants? Tout le monde s'oppose. Il faut déjà qu'il y ait un pouvoir pour qu'il y ait une opposition. Oui. Or, dans ce pays, il n'y a pas de pouvoir, sauf le pouvoir qui est détenu par les mains du Hezbollah, qui lui fait la pluie et le beau temps dans le pays. Mais je ne crois pas que le courant patriotique, le courant aouniste, va être un opposant au Hezbollah, qui reste son seul allié en milieu musulman. Et je crois que nous sommes dans une période où il y a ce qu'on appelle en médecine une désorientation temporo-spatiale. Ça veut dire que les gens ne savent plus où donner de la tête. Ne savent plus où donner de la tête. Nous sommes dans un vide constitutionnel, nous sommes dans un vide politique, nous sommes dans un magma économique. Il y a un effondrement du secteur bancaire, un effondrement de la livre libanaise, un effondrement même de l'échelle des valeurs chez les Libanais. Et je crois que nous sommes en train de vivre, la société libanaise est en train de vivre une période qui ressemble un peu à la période qui avait précédé 88-89, au moment où il y a eu le grand changement avec les accords de Taïf. Alors, précisément, il y a des gens qui craignent un retour à cette période. Un des scénarios consiste à dire que le CPL va lancer des mouvements sociaux, des obéissances civiles, etc. Et qu'il peut y avoir des affrontements, voire des tensions entre chrétiens dans les zones chrétiennes. Je ne crois pas. Moi, je crois un peu à la théorie marxiste qui disait que l'histoire ne se répète jamais, que la première fois c'est une tragédie et la deuxième c'est une comédie. Le CPL n'a plus les moyens politiques ni de conviction de pouvoir mener une rébellion politique dans le pays. Et je ne crois pas que les forces libanaises soient prêtes à rentrer dans une confrontation aujourd'hui interchrétienne avec le CPL. Ce qui se passe, Marc, c'est qu'il y a une destruction d'un récit politique qui a été créé à partir de 2005, avec le retrait des troupes syriennes. Une bonne partie des chrétiens, dont moi par exemple, avaient cru que le retour des forces libanaises et du CPL sur la scène politique libanaise devrait faire un équilibre de force avec l'islam libanais dans l'histoire de l'édification de l'État, dans le projet de l'édification de l'État. Le CPL, contrairement aux forces libanaises, avait refusé les accords de Taïf en 1989 et une fois arrivé au pouvoir en 2016, a essayé de continuer à refuser les accords de Taïf, croyant que ces accords avaient déclassé les chrétiens et avaient surclassé les musulmans. Et donc, il lui avait donné la possibilité de faire une alliance à contre-nature avec le Hezbollah, croyant que cette alliance allait lui rembourser, disons, ce qu'il avait perdu au niveau des accords de Taïf. Et donc, cette alliance entre le CPL et le Hezbollah, qui était un tandem pratiquement chiito-maronite, qui avait créé des dissensions dans le pays. Les sunnites l'avaient perçu comme étant un retour à un tandem, à un duo qui les avait exclus. Les Druzes aussi, présidés par Walid Jumblat, regardaient ce tandem avec un œil de méfiance. Et une bonne partie des chrétiens, représentés par les forces libanaises et les autres forces indépendantes contre le CPL, considéraient aussi que cette alliance était une alliance éliminatoire pour leurs intérêts dans le pays. Bon, moi, personnellement, je crois que cette alliance est une alliance qui a été très dangereuse pour le pays et très dangereuse aussi pour les chrétiens du pays. Déjà, toutes les alliances historiques, l'alliance maronito-druze
au XIXe siècle s'était terminée par une guerre civile en 1860. L'alliance sunnito-maronite en 1943 s'était terminée par la rentrée dans la guerre civile en 1975. Et cette pseudo-alliance entre le CPL et entre le Hezbollah a conduit à un effondrement total du pays. Et ce récit qui dit qu'il fallait envoyer à la République libanaise, que toutes les communautés doivent envoyer à la République libanaise un ambassadeur, disons, chargé de représenter les intérêts de sa communauté auprès de la République, et faire un mimétisme politique, dans le sens, les chiites envoient le meilleur à la République qui s'appelle le plus fort, qui s'appelle Nabih Berri, les sunnites ont envoyé le plus fort qui s'appelle Saad Hariri. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Je crois que cette ingénierie politique, hier, s'est effondrée. Ce qu'il y a eu hier, c'était un moment de grand enthousiasme, de forts sentiments, mais qui n'ont pas de demain politique. Il n'y a absolument aucune possibilité que le CPL puisse faire des rébellions ou bien créer, disons, une déstabilisation politique. Jebrahim Bassil considère que rien ne peut être fait sans lui. Oui, moi je crois que ça fait partie aussi du jeu politique. Nous sommes à la Ve République en France, il y a encore des royalistes. Ça ne veut pas dire que la Ve République ne va pas continuer en marche. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'exclusion d'une bonne partie des chrétiens de l'édification du pays. Il y a une bonne partie du pays qui va dans le sens de soutenir les accords de Taïf, de considérer que les accords de Taïf restent le moyen essentiel d'organiser des relations interlibanaises, alors que le CPL, depuis 1989, avait refusé les accords de Taïf, alors que le Hezbollah refuse jusqu'à maintenant les accords de Taïf. Nous sommes rentrés maintenant dans une nouvelle phase. Je crois que la phase du conflit libano-israélien s'est terminée avec la délimitation des frontières. La raison d'être du Hezbollah devient fragile aujourd'hui. Je crois que le Hezbollah... C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Bon, c'est pas ce qu'ils disent, mais de plus en plus, ils vont trouver des difficultés pour convaincre l'opinion publique libanaise de garder leurs armes, une fois qu'ils sont devenus maintenant les gardiens, disons, des intérêts économiques israéliens. Et cette nouvelle fonction est garantie par l'administration américaine. Je veux dire, ce qui s'est passé avec la délimitation des frontières est un accord irano-américain dont on a vu au Liban un de ses débouchés qui est la délimitation des frontières, et nous avons vu en Irak l'élection d'un nouveau président. Donc il y a dans cette... Et on peut avoir aussi une des conséquences qui serait un nouveau président libanais de l'axe pro-iranien. Bien sûr, qui va... Vous êtes très pessimiste là. Oui, je ne suis pas pessimiste, je suis en train de dire que, après le 31-10, l'approche des présidentielles au Liban a changé de main. Je veux dire, avant le 31-10, on pouvait considérer que probablement un jeu politique intérieur qui serait basé sur le rassemblement de l'opposition aurait pu probablement faire élire un président de la République. Après le 31-10, avec cette rentrée dans le vide constitutionnel, l'élection d'un nouveau président de la République est basée sur un équilibre de forces extérieures. Le 1er, demain, nous avons des élections législatives, des élections en Israël. Et le 8, nous avons des élections partielles aux États-Unis. Dans ces deux élections, le monde musulman et le monde arabe et les centres de décision, régionaux sont divisés en deux camps. Mohammed Ben Salman, avec la décision de OPEC+, a dit clairement « je suis contre la victoire de Biden ». Et les Iraniens, avec la délimitation des frontières, ont dit « nous soutenons Biden dans les élections ». Alors que nous sommes encore très locaux. Le CPL, tout ce qui tourne autour est en train de parler d'un récit très local et je crois anachronique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est un remodelage de la région dans lequel la grande communauté chiite soutenue par les Iraniens est en train de voir comment elle pourrait rentrer dans cette nouvelle ère de la région. Mohammed Ben Salman et tous les États sunnites de la région, eux aussi, sont en train de voir comment rentrer dans le jeu régional, alors que nous sommes revenus à la case départ et nous avons un récit politique aujourd'hui anachronique. Ce que je ne voudrais pas être bavard, mais moi je crois qu'il faudrait revoir tout ce que nous avons fait depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui pour savoir où étaient les failles, pour pouvoir les corriger
et rentrer dans une nouvelle phase avec un nouveau cerveau. Oui, alors je voudrais rebondir un peu sur ça. Vous avez déclaré à plusieurs reprises, surtout à l'occasion des élections législatives, que la solution, ce n'est pas dans les élections législatives. Et récemment, vous avez dit aussi que la solution, ne se situe pas au niveau de l'élection d'un président de la République. Alors, compte tenu du tableau que vous venez de dresser, en attendant que la physionomie politique de la région se précise, il faut du temps. C'est-à-dire, même la Hezbollah, s'il s'est engagé sur une nouvelle voie, il faut du temps pour que ça mûrisse. Et au niveau de l'Arabie Saoudite, de MPS aussi, il faut du temps pour que sa position mûrisse. Mais en attendant que ce processus aboutisse à quelque chose de plus clair, comment sortir de ce dilemme? Est-ce qu'on reste sans président? Comment gérer le pays? Et quelle alternative vous pourriez proposer ou envisager pour sortir un peu de ce dilemme en attendant que les choses se décantent un peu plus? Moi, je crois, Michel, que devant de grands problèmes épineux, comme en mathématiques, on revient aux sources, on revient aux choses les plus simples. Nous avons une constitution libanaise qu'il faut absolument respecter. Il y a les accords de Taïf qu'il faut respecter parce que ça nous donne une légitimité arabe et une couverture arabe. Et il y a aussi les résolutions des Nations Unies qu'il faut absolument respecter et revendiquer l'application de ces résolutions. Donc nous avons trois légitimités. Une légitimité nationale, une légitimité arabe, une légitimité internationale. Si on peut réussir à regrouper toutes les forces politiques qui sont contre la domination iranienne dans le pays, autour de ces trois légitimités, mais vraiment avec un respect religieux de ces trois légitimités. On ne peut pas être, par exemple, avec les accords de Taïf, et en même temps avec une nouvelle stratégie de défense. On ne peut pas être avec le 1701 et la 1559 et probablement aller avec un dialogue avec le Hezbollah pour savoir si on peut donner une forme de légalité aux armes du Hezbollah. Il faut absolument créer un courant politique qui soit un rassemblement des forces politiques en place, des forces de la société civile, et probablement aussi soutenu par des centres de décision arabes et internationaux, pour pouvoir faire face à cette domination iranienne qui aujourd'hui, après la délimitation des frontières, va faire un comeback à l'intérieur du pays et considérer qu'elle représente aujourd'hui la force politique dominante, la force politique qui a donné au pays ce que les autres n'ont pas donné au pays, et qui vont se présenter avec une prétention politique extraordinaire qui va gêner toutes les autres communautés et tous les autres partis, parce qu'elle va se comporter comme étant la communauté privilégiée et le Hezbollah, le Hezb gouverneur du pays. Alors que toutes les autres communautés et tous les autres partis vont être satellites à ce centre de décision. Donc c'est là où il faut œuvrer, nous, vous et tout le monde, pour recréer un rassemblement politique représenté par des partis qui sont contre le Hezbollah et contre la domination iranienne, et une bonne partie de la société, parce que cette société, quand je parle de société civile libanaise, elle n'est pas seulement au niveau du Liban, elle est aussi au niveau de la diaspora libanaise, avec cette vitalité extraordinaire qui existe dans le pays. Ça fait 1 an qu'ici Beyrouth existe, on le disait tout à l'heure. Vous avez une vitalité extraordinaire qui n'existe pas ailleurs. C'est une société qui peut donner pour le pays. Mais au lieu de rentrer dans cette désorientation, pour revenir à la question de Marc Sayali, est-ce qu'ils sont opposants maintenant? Qui peut savoir qui est opposant et qui est au pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir au Liban pour qu'on soit opposant au pouvoir. Ce n'est pas un combat perdu, parce qu'il y a une contradiction, parce que la réflexion globale dit l'Iran reprend du poil de la bête vis-à-vis des États-Unis et de l'Occident dans la région. Et ici, le CPL n'a plus les moyens de faire un blocage. Sauf que le CPL est allié du Hezbollah, qui, semble-t-il, va lui prendre du poil de la bête aussi, comme l'Iran. Et vous, votre combat est contre l'occupation iranienne. Oui, mais c'est ça. Comment sortir de ce... Moi, je dis... C'est-à-dire qu'il faut les outils pour gagner. Il faut sortir de ce dilemme. Comment sortir de ce dilemme? C'est ce rassemblement, peut-être, dont vous parlez? Non, moi, je dis que devant les grandes victoires, entre guillemets, de la société libanaise, ont été forgées sur base de reconstituer la virginité, entre guillemets, de l'Union nationale islamo-chrétienne. Or, depuis 2005, nous avons tout fait pour sortir de cette surface commune entre des communautés
et de se replier à l'intérieur des périmètres communautaires, croyant que, en créant des directoires politiques au sein de chaque communauté, la juxtaposition de ces directoires politiques crée l'union nationale. Ça n'a pas marché. Nous avons essayé de faire exactement ce que les chiites ont fait. Et nous l'avons dit. Très souvent, il y a des dirigeants chrétiens qui ont dit « Pourquoi ne pas faire comme les chiites ?» Ça veut dire qu'il y a deux grands partis chiites, on crée deux grands partis chrétiens, il y a un grand parti druze, il y a un grand parti sunnite, et la majorité, ou bien la juxtaposition de ces partis va créer une union nationale dans le pays. Dans ce jeu, parce que nous ne sommes pas connectés avec une force régionale, parce que nous ne sommes pas soutenus par une force internationale, la communauté qui, elle, est soutenue par une force régionale et qui a su, cette force régionale, pas la communauté, qui a su se faufiler dans ce grand jeu de la région qui s'appelle le remodelage de la région 100 ans après 1920, qui, elle, aujourd'hui, elle se présente comme étant la communauté dominatrice de tout ce spectacle politique. Et est-ce qu'il y a une volonté réelle auprès des Libanais de vouloir créer ce rassemblement? Écoute, il n'y a pas d'autre moyen. Si tu laisses les Libanais réfléchir, très probablement, il y a ceux qui te disent il n'y a pas de possibilité de vivre avec les musulmans, on va se recueillir à l'intérieur de notre périmètre communautaire. Les gens peuvent avoir toutes les tendances. Est-ce qu'il y a une autre issue? Il n'y a pas d'autre issue. Je veux dire, si on se replie aujourd'hui et on dit nous voulons divorcer avec l'islam libanais, parce que cette expérience de 100 ans n'a pas donné des fruits, parce que nos enfants ne sont plus ici, et nous voulons attendre des jours meilleurs en se repliant à l'intérieur d'un réduit chrétien dans lequel nous trouvons notre intérêt et surtout notre sécurité. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Il n'y a pas de moyen de le faire. Ça, ce sont des volontés, disons, politiques qui peuvent passer dans la tête de certaines personnes, mais qui ne représentent pas l'intérêt vrai de cette patrie, de cette nation. Nous avons par expérience su et expérimenté les fruits d'une union nationale au sein du 14 mars. Et nous avons su et expérimenté le retrait du 14 mars vers des périmètres communautaires. La première expérience a donné la sortie des troupes syriennes du pays. La deuxième expérience donne la domination complète de l'Iran sur le pays, sans qu'il y ait vraiment des forces, des forces politiques qui peuvent faire face à elles seules. Je veux dire, si maintenant on dit, voilà, pour faire face au Hezbollah, il faut créer une milice sunnite armée jusqu'aux dents pour faire un équilibre de force avec les armes du Hezbollah. Nous rentrons dans une guerre civile extraordinaire dans laquelle nous allons tous payer les pots cassés. Donc la seule chose qu'il faut faire, ce que je disais à Michel Touma, et qui lui nous avait honorablement soutenu à l'époque, il faut recréer un rassemblement politique national, islamo-chrétien, qui puisse dire nous voulons soutenir l'application des accords d'Ottawa et l'application de la Constitution libanaise et surtout l'application des résolutions des Nations Unies. Alors là, il y a une échéance très clairement, c'est l'élection d'un président. Il faut absolument élire un président, sinon c'est le chaos. Pour élire un président qui ne soit pas complètement sur la ligne 8 mars, on va dire iranienne, pro-iranienne, il faudrait que ce rassemblement intervienne maintenant. Oui, mais moi j'ai une nuance un peu pessimiste, c'est que élire un président selon l'équilibre de force interne et non pas régional ou international était une occasion avant le 31-10. Après le 31-10, après la délimitation des frontières, élire un président de la République a une seule fonction, qui va garantir les accords de la délimitation des frontières. Le Hezbollah est en train de dire « moi je vais garantir ces accords en maintenant mes armes entre mes mains. Et donc je veux élire un président de la République qui puisse tolérer mes armes, même leur donner une forme légale, pour que mes armes à moi puissent garantir la délimitation des frontières. Nous, en tant que Libanais, nous voulons un président de la République qui puisse garantir les accords de délimitation des frontières selon la Constitution libanaise et les résolutions des Nations Unies. Avec l'armée libanaise. Avec l'armée libanaise, sûrement. Selon la Constitution libanaise, ça veut dire l'armée libanaise est soutenue par la communauté internationale. Plus nous rentrons dans le vide constitutionnel, et plus c'est le Hezbollah qui va nous amener à un compromis autour d'une table de dialogue présidée par le président Berri, dans laquelle, dans le meilleur des cas, nous allons avoir un président de la République où la moitié pourrait être pro-libanaise, dans le sens pro-constitution,
accord de Taïf et pro-résolution des Nations Unies, et l'autre moitié qui pourrait composer avec le Hezbollah en tant que force politique et militaire qui existe dans le pays. Et si on ne compose pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui qui peut être élue président de la République libanaise sans composer du tout avec le Hezbollah? Selon l'équilibre de force, non, mais l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'on ne peut pas créer un État sans le Hezbollah et on ne peut pas créer un État avec le Hezbollah. Mais c'est ça Donc le dilemme. Ça, c'est la crise essentielle dans laquelle on se trouve. Si on fait un État sans le Hezbollah, nous rentrons dans la guerre civile. Et si nous faisons une république avec le Hezbollah, c'est le Hezbollah qui est le parti dominateur. Donc la solution, c'est le rassemblement que vous préconisez. Il n'y a pas d'autre solution. Si quelqu'un peut me donner une autre solution, si quelqu'un peut me dire qu'il y a une force politique, régionale, internationale, qui peut venir soutenir l'idée des Libanais de démilitariser le Hezbollah d'une manière ou d'une autre, je serai preneur. Mais jusqu'à maintenant, nous ne voyons rien. Et là, je veux dire, la dernière fois, et là je vais un peu rentrer dans les dessous, la dernière fois où les chrétiens ont parlé politique, c'était en 82 avec Béchir Jmeïl, quand il avait dit « Je suis d'accord, au cas où je suis élu président de la République, d'aller vers la constitution d'une paix séparée avec Israël. » À l'époque, c'était la période de la guerre froide. Le Liban était divisé entre l'Union soviétique et entre les États-Unis. L'Union soviétique avait vu Béchir Jmeïl avec un œil très malsain, parce que Béchir Jmeïl avait complètement basculé le pays de cette division entre les deux branches de la guerre froide vers les États-Unis. Et ils avaient pris la décision de l'éliminer. Ils avaient confié cette mission à Hafez al-Assad, qui l'avait fait d'une manière magistrale. Bien. Aujourd'hui, nous sommes ailleurs. Nous sommes dans nos petits soucis. Nous sommes dans les soucis du CPL, dans les soucis de comment on va faire, dans les soucis de la fédération, l'autre branche du pays, l'islam du pays, et dans un remodelage de la région dans lequel il y a une présence quelque part. Et donc, moi, je crois que sortir de cette union nationale et aller vers des projets uniformes sur le plan communautaire, ou bien penser à organiser notre relation avec l'islam libanais sur base d'équilibre de force, comme Aoun avait fait à partir de 2005 et à partir de son alliance avec le Hezbollah, va nous donner des résultats catastrophiques comme les résultats que nous avons vus hier. Pour en revenir à juste une petite info qu'on vient d'avoir, on va revenir au petit jeu, petite cuisine libanaise. Le président du Parlement vient de convoquer pour jeudi le Parlement pour lire la lettre, pour discuter de la lettre. C'est hors délai en plus. Oui. Puis Déjà, jeudi, il va dire l'ancien président de la République, Michel Aoun, nous a adressé une lettre. Déjà, il va commencer comme ça. Il va dire l'ancien président de la République, Michel Aoun, nous a adressé une lettre. Oui, mais est-ce que les députés peuvent débattre d'une lettre émanant d'un ancien président? Non. Ça, c'est de un. Et de deux, je suis sûr par que... politesse peut-être. Oui, par politesse, ils vont lire la lettre, ils vont dire voilà, nous avons pris connaissance de cette lettre et voilà, on la met de côté. Oui, donc voilà. Mais on ne sait pas par contre si dans la foulée, il ne va pas tenter... d'élire un président de la République. Non, on ne sait pas ça. Non, mais moi je crois que les forces... Dans la lettre, il y a, je pense que Michel Aoun demande au Parlement de retirer la désignation de Najib Mikati comme Premier ministre. D'abord, première question, est-ce qu'ils peuvent retirer cette désignation? Même s'ils le font, en quoi ça change en quoi? Il reste un gouvernement démissionnaire. Moi, je crois que l'orfèvre constitutionnel du palais, qui est Salim Jraïsati, était un peu absent hier. Parce qu'on m'a dit qu'il ne soutenait pas cette lettre. Je veux dire, lui considérait, en tant que bijoutier constitutionnel, il considérait que cette lettre était un peu un abus. Dans le sens que c'était un coup... Il ne faut pas être constitutionnaliste pour le deviner. C'était un coup d'épée dans l'eau. Mais là, je voudrais revenir un peu à cette idée de rassemblement autour des fondamentaux. On va les appeler des fondamentaux. Le Hezbollah a encore une capacité de nuisance. Oui. Le Hezbollah continue de se comporter comme étant un instrument d'une politique, je ne dirais pas iranienne, parce que je ne veux pas confondre entre les Pasdaran et les Iraniens, parce qu'on a vu le peuple iranien
de quoi il est capable depuis un mois et Du demi. régime iranien. Du régime de Pasdaran ou du régime iranien. Il continue à être l'instrument du régime. Donc ici, il y a un blocage. Et nous, d'un côté, à supposer qu'il y ait ce rassemblement autour des fondamentaux, comment surmonter ce blocage qui empêche le lancement d'un processus de rétablissement d'un État Écoute, ou d'une autorité de l'État? moi, Comment je crois- sortir de ce blocage de ce Moi, je dilemme? crois que, pour ne pas peindre le diable sur les murailles, je crois que la délimitation des frontières représente l'événement politique le plus important que nous sommes en train de vivre depuis des décennies. Et quand je parle d'une mutation de la raison d'être du Hezbollah, ça veut dire que ce Hezb est devenu, son récit est devenu fragile, sa raison d'être est devenue fragile. Il faut avoir le courage de lui dire en face, au sein du Parlement et en dehors du Parlement, pourquoi vous voulez garder vos armes et vous comporter en tant que résistance une fois que vous avez tourné la page du conflit avec Israël et que vous êtes devenus les garants d'une politique économique qu'Israël est en train. Et donc, moi, je crois que quelque part, il faudrait qu'on sorte de ce pessimisme continu qui regarde le Hezbollah comme étant une force de frappe intouchable. Elle est basée sur une idéologie. Son bras est invaincu, mais non pas invincible, dans le sens que ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire face à Hezbollah. On peut discuter. On peut discuter à un moment. Oui, on peut. Non, mais nous avons une expérience, Marc. En 2005, les Syriens n'étaient pas moins forts que le Hezbollah aujourd'hui. Ils étaient soutenus par les Saoudiens, ils étaient soutenus par les Français, ils étaient soutenus par les États-Unis. Ils avaient 45 000 hommes au Liban. Ils avaient des forces et des dirigeants politiques de toutes communautés confondues autour d'eux. Il y avait un système d'intérêt entre les Syriens et la classe politique libanaise. Le dollar était à 1500 livres et les gens étaient plus aisés qu'aujourd'hui. Et avec ça, l'Union nationale avait créé une immense victoire. Il n'y a pas une course contre la montre entre la constitution de ce rassemblement que vous cherchez et la nécessaire élection rapide d'un président? Oui, mais parce qu'on risque d'avoir le président qui est un peu inodore, sans saveur, et puis après le rassemblement, qui deviendra une opposition. Probablement. Mais moi, malheureusement, je ne vois pas l'élection d'un président immédiat. Déjà le général Aoun, l'ancien président Michel Aoun, considère que si nous prenons notre temps, il y a une possibilité probablement de lever les sanctions américaines sur Gebran Bessil, et donc probablement Gebran Bessil pourrait devenir un de ces jours candidats alliés du Hezbollah, soutenu par le Hezbollah. Donc il y a déjà, et si le CPL va faire probablement une sorte de déstabilisation politique, c'est dans ce sens, c'est dans le sens de donner du temps à Gebran Bessil de pouvoir se libérer des sanctions américaines et donc de devenir un candidat soutenu par le Hezbollah. Le Hezbollah, en contrepartie, ne veut pas provoquer la société libanaise parce qu'il considère que Slameh Frangihi pourrait passer, pourrait glisser comme de l'eau sur une peau de canard avec Nabih Berri, avec Walid Jumblat, avec Najib Mikati, avec la communauté sunnite, et qui serait plus doux dans le sens pour pouvoir avaler la pilule d'un candidat pro-hezbollahien. Donc nous sommes là. D'un autre côté, tout notre groupe à nous présente une insuffisance matérielle de pouvoir élire un président de la République, et nous avons soutenu Michel Maouad avec toutes les forces politiques qui sont contre la domination iranienne, et ça n'a pas abouti, parce que l'équilibre de force ne peut pas assurer l'élection de quelqu'un qui ressemble à Michel Maouad. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre candidat, justement, qui pourrait remplir les critères que... Ce n'est pas une question de candidature, c'est une question d'équilibre de force. Après le 31-10, l'équilibre de force n'est pas en faveur de notre groupe politique. Elle est en faveur du Hezbollah qui, lui, avec les États-Unis, vont élire un président de la République qui puisse garantir l'accord de la délimitation des frontières. Et cette garantie, nous la voulons, et je le répète, nous la voulons, une garantie de l'État libanais basée sur la constitution libanaise, avec l'armée libanaise et les résolutions des Nations Unies. Le Hezb veut garantir la délimitation des frontières avec ses propres armes. Et je ne suis pas sûr, si le Hezb ne va pas pousser le Parlement un jour à considérer que les armes du Hezbollah sont devenues des armes légales,
à l'instar du Hashd Sha'bi en Irak. En Irak, oui. Ça n'a pas marché en Irak. Ça n'a pas Ça a marché, pas la fonctionné. cohabitation n'a pas marché. Non. Non, mais c'est une. Mais Parce le que Hashd Al-Shabaab Sha'bi. a affronté les gens de Moqtada Sadr en Irak. Oui, mais le Muqtada Sadr maintenant n'existe plus. Il s'est retiré de la scène politique parce que maintenant les pro-iraniens en Irak sont devenus des pro-américains aussi en Irak, qui sont soutenus par les Américains. Ce qui n'a pas marché, c'est la cohabitation entre l'armée nationale irakienne et le Hashd Sha'bi. Et ce qui ne marchera pas au Liban, c'est la cohabitation entre l'armée libanaise et le Hezbollah. Aujourd'hui, cette cohabitation est une cohabitation forcée. Hassan Nasrallah est en train de répéter à longueur de journée que c'est cette collaboration, non pas cette cohabitation, qui a donné des fruits qui s'appellent les délimitations de la frontière maritime. Nous considérons que cette cohabitation est une épine irritative dans le dos de la République libanaise. Revenons un instant, si vous voulez bien, au président sortant, enfin qui est se sorti. sort ce À soir. l'ancien président. À celui qui est sorti, mais qui est toujours pas sortant. Enfin voilà. Oui. Et donc, est-ce que j'imagine que vous trouvez que son mandat n'a pas été le paradis retrouvé. Et est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vous dites, qu'est-ce qu'il a bien bossé sur ce point? Non, honnêtement, non. Moi, probablement, je suis un peu radical contre Aoun depuis très longtemps. Je ne suis pas celui qui peut analyser d'une manière, disons, équilibrée son mandat, parce que j'ai une position très claire à son égard. Mais je voudrais être, là aussi, très clair. Je crois que Aoun a fait des dégâts, déjà en 88 et maintenant, qui sont des dégâts qui vont être payés très cher par la communauté chrétienne. Un de ces jours, l'islam libanais va nous taper sur le dos et nous dire: vous avez voulu élire un président de la République fort, entre guillemets, soutenu par tous les partis chrétiens, entre guillemets, soutenu par tous les partis musulmans. Et il a été aussi l'allié de la force de frappe qui s'appelle le Hezbollah. En 6 ans, nous sommes sortis sans hôpital, sans université, sans école, sans port, sans justice, sans secteur bancaire, avec une dévaluation de la livre libanaise, et nous avons une société à plat. Donc, très probablement, il va y avoir des fausses notes qui vont dire cette prétention de vouloir gouverner le pays à partir d'un président fort est maintenant devenue caduque. Voyons comment on peut amener, comme on dit en arabe, un président sekker alir, avec un peu de sucre, et non pas un président fort. Et est-ce que le président... Est-ce que vous faites une distinction entre Michel Aoun et Gebran Bassil? Non. C'est la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient, par exemple, hier à Mabda, qui disent « Nous, on aime bien Michel Aoun pour ce qu'il a représenté, bon, contre Gebran Bassil, bon. » Mais donc, vous ne faites aucune différence. Non, non, il y a... Surtout maintenant. Écoute, Quand il moi était hier, président. comme beaucoup de gens, j'ai suivi, comme vous, ce qui était en train de se passer à Mabda. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le nombre de personnes qui ont participé. Le nombre peut être 10 000, 20 000 ou 5 000, ce n'est pas un problème. Mais c'est ce que les gens ont dit. Il y a quelqu'un qui, avec Et des mots... Et l'âge des gens. Et Et l'âge des gens. Apparemment, là, Oui. beaucoup d'analystes parlent de l'âge. Oui. Ils étaient assez âgés. Une cinquantaine en moyenne. Oui. Oui. Pas il y a- comme nous, les jeunes. Oui, l'âge de Tilia n'existait pas. Non, Il y non, avait il d'autres abaisse âges. la moyenne d'âge du plateau, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, il y avait très peu de jeunes, en fait, c'est vrai. Oui, ça, je crois que Waddah Sad hier avait dit ça. Il avait, C'est il avait vrai, fait ça. oui. Et Marwan C'est Ahmed, il ça. avait dit Marwan sur... Ahmed. Marwan sur Ahmed, les j'ai Ce jeunes, qui est là. une bonne chose. Oui, Ça veut dire qu'il y a une sorte d'éveil, finalement, après Écoute, 40 ans. Non, moi je crois que la vague de fond chrétienne est encore pro-aouniste. La vague de Encore fond, oui. La vague de fond, je dis, comment on peut être aouniste aujourd'hui? On peut être aouniste Je ne sais aujourd'hui. pas, c'est une question qui se pose. C'est un cas clinique. Non, on peut être aouniste aujourd'hui quand on croit que le grand problème du pays revient du résultat de la guerre civile qui a débouché vers les accords de Taïf et qui a déclassé les chrétiens, qui n'a pas donné la possibilité à un président de la République de pouvoir gouverner. Qu'est-ce qu'il a dit hier à la fin de son mandat? Je n'ai pas pu gouverner. C'est la faute à Riyad Salamé et c'est la faute à Souhail Abboud. Ça, moi, je peux dire ça en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui veut critiquer. Mais Oui. toi, tu étais président de la République. Et donc, il faut que tu prennes des mesures et non pas critiquer comme peuvent critiquer l'opposition. Quelles sont les mesures que vous avez prises, Monsieur le Président, depuis 6 ans jusqu'à maintenant? Il y a eu 4 catastrophes qui sont passées dans le pays.
le Covid qui est une catastrophe internationale. Il y a eu la coupure d'électricité. Il y a eu la déflagration du port. Il y a eu la fragilisation du secteur bancaire libanais et la dévaluation de la livre libanaise. Bon, dans ces 5 catastrophes, nous n'avons vu aucune mesure de la part du président de la République. Quand il a parlé du capital contrôle, c'est moi qui dois donner, qui peut faire le capital contrôle, ou bien c'est le président de la Chambre. Et ce président de la Chambre qui est l'allié de votre allié qui s'appelle le Hezbollah. Pourquoi vous n'avez pas fait de capital contrôle à partir du premier jour du 17 octobre? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ce qui était impressionnant dans ce discours hier, c'est que le président parlait de la classe politique corrompue en mettant son mandat entre parenthèses, comme s'il n'était pas concerné, lui, par la classe politique. Non, mais il y a encore moins par sa majorité, il a une majorité depuis 10-15 ans. Mais c'est encore plus pernicieux. La classe politique corrompue, Oui. ce sont les musulmans, Nabih Berri, Walid Jumblat, Rafi al-Hariri. Moi, je suis venu en 2005 en tant qu'ange gardien de la République, je ne suis pas corrompu. Mais j'utilise ces corrompus, entre guillemets, pour arriver à la présidence de la République, et puis je me retourne contre eux. C'est beaucoup. Alors lui, Michel Aoun a vécu toute sa vie il est bon dans le combat, perdant souvent, mais il est très un bon battant. Oui, ça, voilà. Est-ce que sa nouvelle guerre, maintenant il veut s'opposer, il veut faire plein d'actions, etc. Est-ce que ça risque pas de pousser encore quelques centaines de milliers de chrétiens à l'extérieur du Liban? Parce que si on commence à fermer toutes les routes juste dans les zones chrétiennes, ça va arriver, ça. Oui, ça va arriver. Et moi, je crois que, comme nous tous, je dis ma génération, notre génération, pas celle de Tilia, nos enfants sont en dehors du pays. Et ils regardent le pays avec un œil sceptique. Ils adorent ce pays, mais ils ne veulent pas rentrer dans le pays maintenant. Et puis, les raisons d'être politiques aussi de la communauté chrétienne, qui, eux, tenaient entre leurs mains l'éducation, tenaient entre leurs mains le secteur bancaire, tenaient entre leurs mains l'hospitalisation dans le pays, le tourisme, les relations commerciales, les relations avec le monde étranger, les relations avec le monde arabe. Camille Chamoun était la personnalité maronite qui était la plus proche de l'Arabie saoudite dans les années 50. Et donc, toutes ces raisons d'être chrétiennes qui ont fait de la communauté chrétienne une communauté d'avant-garde, une communauté qui avait donné un sens moderne à ce pays dans cette partie du monde, un sens moderne dans le vrai sens du terme. Nous avons créé une république qui a assuré l'alternance du pouvoir, qui a respecté la constitution libanaise, qui organisait des élections tous les 4 ans, qui organisait une élection présidentielle, qui a tissé des relations avec le monde entier. Cette raison d'être n'existe plus aujourd'hui. Ce n'est pas une question de jeu de parti, ce n'est pas une question de rétraction du CPL, d'avancée des forces libanaises ou vice-versa. Notre raison d'être ne dépend pas d'un équilibre de forces politiques. Notre raison d'être dans cette partie du monde dépend de comment on peut être nécessaire pour la majorité musulmane de la région. Et vous savez très bien, Marc, que quand on n'est pas nécessaire, on est à peine toléré. Et aujourd'hui, j'ai peur que notre nécessité n'existe plus. Je veux dire, nous ne sommes plus nécessaires en tant que communauté. Israël est devenu l'ami du monde arabe. Elle se présente comme étant le plateau technique du monde arabe aujourd'hui. C'est la Silicon Valley de la région. Il y a un tourisme religieux extraordinaire. Il y a un secteur bancaire florissant. Il y a un port qui s'appelle Haïfa. Il y a des relations avec les Émirats, des relations avec l'Égypte, des relations avec les Palestiniens, des relations avec la Jordanie, soutenues par les États-Unis, et une vitalité aussi de jeunesse extraordinaire. C'est là où je dis qu'il faut qu'on sorte de notre périmètre communautaire, qu'on aille retrouver des gens qui nous ressemblent dans les autres communautés, recréer une surface commune et faire face à cette domination iranienne. D'ailleurs, une grande partie des musulmans tiennent beaucoup à la présence chrétienne au Liban et à l'importance de la présence chrétienne, parce qu'ils sont conscients que sinon le Liban peut devenir un pays normalisé, entre guillemets. Non seulement nous avons un grand intérêt si nous savons jouer nos cartes, non seulement au niveau de notre pays, mais aussi au niveau du monde arabe. Vous savez, j'avais eu l'honneur d'accompagner le patriarche maronite en Arabie saoudite en 2017. Et cette visite n'était pas une visite de courtoisie, c'était une visite de grande vision stratégique. L'église maronite, qui considère comme étant la seule église, ou la première église de toute manière, qui avait lu l'évangile dans la langue du Coran, était une église qui se présentait
à l'égard de l'islam comme étant la porte d'entrée vers l'Occident et surtout vers le Vatican. Et si le monde musulman voulait améliorer son image de marque avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans ces confrontations d'identité en Europe, que l'Église pouvait jouer, que l'Église maronite pouvait jouer ce rôle. En contrepartie, l'Église aurait pu demander à la majorité musulmane de la région que si je joue ce rôle de témoignage qui a une possibilité de vivre avec l'islam en témoignant de 1400 ans de convivialité avec l'islam, il y a aussi des droits pour cette communauté, non seulement au Liban, mais dans toute la partie du monde arabe, de pouvoir créer une société où le citoyen irakien, syrien, libanais a sa place, non seulement sa place au niveau de la communauté, mais aussi au niveau de la République. Donc on peut jouer, on a des cartes en main. Nous sommes les grands spécialistes de cette convivialité. Et vous savez, Marc, parce que vous êtes aussi français quelque part, que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est un peu poussé vers les limites de la laïcité. Cette laïcité qui avait pu résoudre des problèmes depuis 100 ans dans les relations entre l'Église catholique et la République en Europe, aujourd'hui est confrontée avec un nouveau problème qui est la coexistence ou bien la convivialité entre un islam qui existe en Europe et entre la République laïque. Donc, dans ce sens, nous avons des cartes à jouer. Mais il faudrait qu'on sorte un tout petit peu de ce périmètre local dans lequel on se trouve, qu'on considère que ce qui s'est passé hier à Abda était une nostalgie politique et non pas un demain politique. Et il faut absolument qu'on renoue avec des gens qui nous ressemblent au niveau des autres communautés, créer cette surface commune autour des textes de référence, comme disait Michel Touma, ça veut dire la constitution libanaise, la légalité arabe, la légalité internationale, et faire face à ce danger dans lequel on se trouve. Ouais, à ce sujet, j'ai une double question à deux niveaux. D'abord, est-ce que vous croyez, vous avez dit il faut qu'on aille à la rencontre des autres composantes et qu'on se retrouve autour d'un projet commun, des fondamentaux. Donc, est-ce que vous croyez en la possibilité de ce que le docteur Jarja a appelé dans un de ses discours un retour politique du Hezbollah au Liban, une libanisation du Liban dans son projet politique, ça c'est un. Deux, si c'est possible, si ce retour politique est possible, parce que le problème du Hezbollah, c'est le lien avec l'Iran, c'est un lien idéologique, c'est pas seulement un lien, disons, d'intérêt. Il y a une base qui existe dans la charte de fondation d'un lien idéologique. Donc, est-ce que vous croyez en la possibilité d'une libanisation ou d'un retour politique du Hezbollah au Liban? Un. Deux, s'il retourne au Liban, est-ce que vous croyez qu'il est conscient de la nécessité, vous avez parlé de la nécessité de la présence chrétienne, c'est-à-dire que les chrétiens doivent redevenir une nécessité. Est-ce que vous pensez, compte tenu de son idéologie, qu'il est conscient de cette nécessité du rôle chrétien? Premièrement, Michel, je ne crois pas à l'idéologie du Hezbollah. Je crois que le Hezbollah a une seule idéologie, c'est que l'Iran représente pour lui un projet porteur qui a créé une mutation sociale dans la position sociale de cette communauté au Liban, et non seulement au Liban, mais aussi dans toute la région. Deuxièmement, devenir un chrétien de service chez le Hezbollah est possible. Mais voir la nécessité chrétienne dans le pays, je ne crois pas qu'il serait possible chez eux. Oui, ils ont besoin de chrétiens de service. Je veux dire, on ne va pas voir, on ne voyait pas. C'est la feuille de vigne dont vous parliez de ce matin. Voilà, c'est la feuille de vigne. Je veux dire, on envoie un chrétien en cravate Hermès avec une belle chemise, négocier avec le Fonds monétaire international et sauvegarder les intérêts du Hezbollah. On envoie un chrétien à la communauté internationale. On envoie un jacobin qui a fait ses études en France, mais qui considère que devenir, je ne sais pas, ministre des Finances peut être bien. Bon, tout ça est possible. On peut devenir un chrétien de service, mais ce que je demande, moi, ce n'est pas de devenir le chrétien de service, ni chez les sunnites, ni chez les chiites. Ce que je demande, c'est que les chrétiens représentent une communauté qui ont été le fer de lance d'une modernité dans cette partie du monde et qui doivent, premièrement, retourner à leur source dans le sens, savoir que notre présence dans cette partie du monde est une présence de courage. Être chrétien au Canada
ou à Rome ou à Paris n'est pas un acte de courage. Mais témoigner pour le Christ dans cette partie du monde est un acte de C'est le courage. principe scientifique de nécessité. Voilà. Soit on est nécessaire, Soit on ne l'est pas. soit on ne l'est pas. Donc vous ne pensez pas que le Hezbollah est conscient de l'importance de ce groupe? Michel, moi et Samir Frenji, nous avons beaucoup essayé Je sais, de oui. libaniser le Hezbollah, entre Oui. guillemets. Nous avons entamé des dialogues avec le Hezbollah, Avec Hassan Nasrallah. avec Hassan Nasrallah, et avant Hassan Nasrallah, avec Nawaf al-Moussaoui, Mahmoud Omati et Ghalib Abou Zainab à Montreux, en Suisse, en 2001, et qui était présidé par le Conseil des Églises orientaux, avec Tariq Mitri qui était à la tête de ce dialogue. Et nous avons essayé en 2005, quand on a parlé de l'accord quadripartite, bon, il y avait une partie d'opportunisme dans cet accord, mais il y avait aussi une partie de savoir est-ce que si on peut tempérer avec le Hezbollah, on pourrait l'attirer vers la question libanaise, vers le projet libanais. Le résultat était que le Hezb, à chaque fois, comme les grands empires, il avalait et il n'avait pas beaucoup d'indigestion, dans le sens il avalait tout et on revenait à la case de départ. Je crois que la libanisation du Hezbollah est un faux projet. Impossible, oui. Pardon? Non, je dis impossible. Un faux projet, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Oui, réel. mais on peut voir aussi un autre scénario. C'est-à-dire on peut se dire, tiens, on a signé un accord avec Israël, c'est une reconnaissance. Bien sûr. Et donc on est dans le cadre de... C'est une paix. Oui, là. Et puis on est sur les bons rails, nous, Oui. les Libanais. Oui. On n'est pas en train de tirer des obus ou des choses Non, comme c'est ça. fini ça. Donc voilà, on a suivi le truc, on signe l'accord, on délimite les frontières, les pro-Hezbollah quittent le pouvoir. Donc on peut aussi dire que c'est le bon moment pour les souverainistes aussi, Oui. qui peuvent profiter de cette situation. Oui, mais comment... En disant, mais qu'est-ce que vous avez à nous reprocher? On a fait exactement ce que vous voulez. J'ai peur d'une chose qui est la répétition de la prétention politique chez les communautés. En 1920, nous avons regardé tous les Libanais en face. Nous avons dit, nous avons décroché le Grand Liban, nous avons été négociés avec Clémenceau à Versailles. C'est nous qui avons créé le Grand Liban en tant que République et donc nous pouvons nous-mêmes gouverner ce pays. Nous rentrons dans le nouveau siècle en 1920 avec un port qui donne sur la Méditerranée, avec deux universités, une université protestante, une université catholique, avec une route qui relie Beyrouth à Damas, avec un secteur bancaire qui était rudimentaire à l'époque mais qui était présent. Et donc nous pouvons, avec cette prétention a été d'un autre parti perçue comme étant une épine irritative contre ceux qui n'étaient pas une communauté privilégiée. Puis, avec l'expérience de Rafi al-Hariri, lui aussi est venu avec une certaine prétention politique qui avait créé des zizanies à l'intérieur du pays. Vous tous, vous avez tué, vous vous êtes entretués, moi je n'ai tué personne, je n'ai pas de sang sur mes mains, je viens pour reconstruire le pays, je prends la place de tout le monde au sein du Vatican, au sein de l'Élysée, au sein de la Maison-Blanche, dans le monde arabe, chez Hafez al-Assad. Bon, tout ça avait créé aussi une forme de jalousie politique chez les autres communautés qui se sont dressés contre lui. Et je crois que cet homme qui a versé son sang pour le Liban n'a eu de reconnaissance qu'après son décès, qu'après son assassinat. Maintenant, je crois que le Hezbollah va revenir avec cette même prétention. Il va dire, nous avons fait face à l'intégrisme musulman, à Daesh et à Nusra, nous avons fait face à Israël, aujourd'hui nous avons délimité la frontière, et donc c'est un peu notre tour pour créer cette nouvelle prétention politique, ce nouveau récit de prétention politique. Il ne faut pas le laisser faire. Absolument. Et pour ne pas le laisser faire, il faut regrouper tous les Libanais autour de cette... Qui sont vos alliés? Parce que vous êtes quand même le souverainiste principal, historique, on va dire. Si, Non, vous non, adorez je suis- l'histoire, mais vous en faites partie, puisque vous êtes le souverainiste originel, on va dire. Donc, mais sur qui vous pouvez compter? Écoutez- Si on met tous les hommes politiques. Non, moi je crois que je peux compter sur tout le monde, parce que tout le monde, avec son propre, et ça c'est un peu prétentieux, mais tout le monde avec sa propre manœuvre politique ne va aboutir à rien. Je veux dire, nous avons tout essayé. Ceux qui ont essayé l'alliance avec Michel Aoun, soi-disant de faire porter un président de la République qui puisse gérer à partir d'une position forte, n'ont pas abouti. Ceux qui ont fait une coalition avec le Hezbollah
parce que le Hezbollah peut utiliser les moyens forts n'ont pas réussi. Et ceux qui ont parlé d'un mimétisme politique n'ont pas réussi. Je crois que nous sommes dans un moment où tout le monde va reprendre connaissance, reprendre, disons, conscience que seule l'Union nationale islamo-chrétienne, avec tous les partis, avec toutes les personnalités politiques, et aussi au niveau de la société politique libanaise, au niveau de la société civile libanaise, qui peut donner probablement une possibilité de recréer un tant soit peu d'équilibre avec le Hezbollah. Le Hezb, après la délimitation de frontières, va faire un comeback à l'intérieur du pays avec une prétention extraordinaire. Et il va nous dire, je suis le gouverneur de ce pays. C'est moi qui décide qui est le président de la République, c'est moi qui décide comment garantir les frontières, c'est moi qui décide le jeu politique du pays, vous êtes tous des forces satellitaires. Je crois qu'une fois qu'ils ont pris conscience de cet état des choses, tout le monde va se réunir sans effort. Tout le monde va se réunir parce que seul, on ne peut pas mener une bataille. Les forces libanaises ont obtenu 20 députés. Seuls, ils n'ont pu rien faire. Sans alliés musulmans, ils n'ont pu rien faire. Ils ont fait un jeu clean, dans le sens qu'ils ont joué leur carte d'une manière souverainiste extrêmement claire, mais parce qu'ils étaient à court d'alliés musulmans, ils n'ont pu rien faire. L'islam sunnite, qui aujourd'hui est en train de... n'a pas de tête. Oui, et non seulement, il ressemble un peu à la communauté chrétienne que moi j'ai connue après 92. Après 92, nous sommes rentrés dans un chagrin politique chrétien qu'on a appelé en arabe al-ahbat al-masih. À chaque fois, il y avait des rassemblements politiques chrétiens qui étaient créés comme des champignons, 10, 15 personnalités qui faisaient un rassemblement à droite ou à gauche. La question, c'était comment sortir de ce ahbat masih. Aujourd'hui, la communauté sunnite est un peu comme ça, est en train de rechercher une cause, un récit, de reconstituer une raison d'être, un directoire politique sunnite qui puisse faire partie du pays. Et au niveau de la communauté druze, c'est vrai que Walid Jumblat se rétracte à l'intérieur de son périmètre communautaire, mais je crois qu'à un certain moment, s'il voit, s'il pense, s'il peut vraiment percevoir la présence d'une volonté et d'une unité nationale soutenue un tant soit peu par des centres de décision arabes ou internationaux, il serait preneur. Donc ce rassemblement est possible parce qu'il y a eu la révolution. Et la révolution. Mais cette révolution aussi est une révolution qui a vécu une dichotomie entre une révolution qui ont épargné les armes du Hezbollah et qui ont dit que la crise n'était pas relative ni secondaire aux armes du Hezbollah à la domination iranienne, que c'était une crise de corruption, de malgouvernance. Et il y a une autre révolution aussi qui considérait qu'il y avait fait cette relation de cause à effet entre la crise et entre les armes du Hezbollah. Mais de facto, la révolution a donné 13 députés, 10 indépendants. On ne sait pas trop où ils sont situés. Mais là aussi, on commence à voir une dichotomie à l'intérieur de ce groupe. Waddah Sadeh, hier, était 14 marxistes. Je ne sais pas, moi, mademoiselle... voilà, on ne sait plus où les placer. Il y a même des gens qui disent... Halima Aoud. Il y a même des gens qui disent que ce Parlement-là ne peut pas élire un président. À partir de sa composition géographique. Du fait de sa composition. Non, à cause du blocage du Hezbollah, de nouveau. Oui, mais il n'y a pas... C'est ce qu'on dit, si vous voulez, c'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire, tout le monde a décidé d'être opposant au Liban. Il n'y a plus que... Je ne sais pas qui n'est pas opposant. Non, mais maintenant, les vrais opposants sont ceux qui vont refuser la table de dialogue. Oui. Parce que le Hezb, après avoir bloqué la possibilité de l'élection présidentielle à partir des urnes au sein du Parlement, il va nous inviter, par l'intermédiaire de Nabih Berri, autour d'une table de dialogue pour discuter de tout et de rien, mais finalement pour élire un président de la République qui puisse garantir ses armes, qui puisse garantir la création d'une République ou bien la continuité de l'édification d'une République libanaise qui puisse garantir les armes du Hezbollah. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ne pas participer, ça veut dire sortir de la conjoncture nationale, participer avec les armes sur la table et un déséquilibre de force, ça veut dire aussi élire ipso facto un président de la République qui serait pro-Hezbollah. On fait quoi? Le rassemblement que vous avez préconisé, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les prémices de ce rassemblement se trouvent dans le groupe qui appuie Michel Maouad?
En définitive, il y a le PSP, il y a des députés sunnites, Oui. il y a les forces Kateb, il y a les libanaises. forces Attends, libanaises. Le groupe, Il y a qui quand a- même. le ouais. groupe était autour de l'élection de Michel Maoun. Oui, ils se Mais, sont- moi, oui, oui. moi, je demande une coalition contre le Hezbollah. Est-ce que le PSP serait prêt aujourd'hui d'être contre le Hezbollah? Est-ce qu'il a les moyens d'être prêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question C'est aussi de difficile lecture. ce que vous demandez. Même les Oui, indépendants. C'est super difficile ce que vous demandez. Oui, c'est vrai. C'est difficile, mais moi, je crois que En 2005, ça a été possible. Oui, mais il y a une situation sur le terrain. Oui. oui, il y a une situation sur le terrain. Et il y a aussi une chose qu'il faut absolument voir de très près. C'est que la raison d'être du Hezbollah n'existe plus. Ce Hezb est devenu un Hezb édenté, qui n'a plus de dents dans ses mâchoires, dans le sens que cette raison d'être qui était là, un instrument de travail entre les mains de l'Iran, pour créer une épine irritative sur la frontière nord avec Israël, afin d'améliorer les conditions de négociation entre l'Iran et les États-Unis, n'existe plus. Il n'a plus de dents, mais il peut prendre un dentier. C'est-à-dire des alliés politiques qui remplacent Oui, les dents. mais les non dentiers ne sont pas comme les dents naturelles. C'est vrai. Et il faut les laver tous les jours. Oui, on peut les enlever. C'est beaucoup plus pratique que de vraies dents. Écoutez, nous sommes ensemble depuis 1 heure. Merci beaucoup Merci d'être à vous. venu nous rendre visite ici à Merci Beyrouth. On ne se lasse pas avec vous. On parle d'histoire, on fait des prospections. C'est toujours passionnant de Merci passer du beaucoup, moment merci. avec Merci vous. pour Fares ici Saïd. Beyrouth. Merci beaucoup. Vraiment, je suis honoré d'être avec vous, entre amis. Et puis, je considère que le travail que vous êtes en train de faire est un travail de pointe, est un travail qui, quelque part, nous redonne une raison d'être, dans le sens, nous remet dans la case de la nécessité. Nous sommes les francophones de cette partie du monde, et il faut absolument qu'on continue dans ce sens, parce que quand on est nécessaire, Voilà. C'est une sorte de résistance culturelle, quelque Oui. part. Et culturel. En tout cas, merci Culturel. beaucoup pour vos mots. On va les monter, en faire une bande-annonce, je pense. Merci Tilia, merci Michel. Restez sur Merci. Ici Beyrouth, toutes les informations de la journée, les images, les sons, tout ce qui est politique, culturel, économique, sur notre site, notre application, les réseaux sociaux. À bientôt. أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون